Donc, dans le système nerveux de base, le système nerveux, les notions de base, il faut toujours voir le plan. OK? Donc, on a dit que dans ce chapitre, c'est bien un petit peu. Oups, j'ai dit un petit peu. Attends. Donc, dans ce chapitre, vous découvrirez, dans ce chapitre, vous découvrirez que les neurones produisent des signaux électriques. On verra pourquoi est-ce qu'on appelle ça des signaux électriques. Normalement, l'électricité en physique, ce sont les ions, ce sont les électrons qui circulent. Mais en biologie, ce qui va produire l'électricité, ce sera plutôt des ions. OK? Donc, dans ce chapitre, vous découvrirez que les neurones produisent des signaux électriques qui se propagent et communiquent entre eux au moyen de neurotransmetteurs. En vous demandant d'abord quel est le rôle du système nerveux et comment est-il organisé, puis en vous demandant quel type compose, quel type de cellules compose le système nerveux, OK? C'est-à-dire la névroglie et les neurones. Bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, c'est comment les neurones envoient-ils des signaux électriques. Donc, en examinant de plus près, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir la notion du potentiel de repos de la membrane, comment est-ce qu'il est généré. On va voir c'est quoi le potentiel du repos. Et ensuite, on va se demander comment les potentiels gradués agissent-ils en tant que signaux locaux et comment les potentiels d'action agissent-ils en tant que signaux parcourant de longues distances. Déjà, vous voyez les différences qu'il y a. Premièrement, OK, les potentiels gradués, ils agissent au niveau local, tandis que les potentiels d'action, ils agissent comme des signaux parcourant de longues distances. OK? Donc, on va commencer. C'est quel chapitre? C'est le chapitre 11K. Donc, on regarde le chapitre 11.4. Notion de base, chapitre 11, et on 2, 3. Voilà. Donc, potentiel de repos de la membrane, le potentiel de repos de la membrane résulte des différences de concentration ionique et de la perméabilité membranaire. Donc, on se rappelle ce que j'avais dit pour la physique, comment se fait l'électricité, c'est le transport des électrons. En biologie, qu'est-ce qui donne l'électricité? C'est le transport des ions. Donc, on va voir le potentiel de repos de la membrane résulte des différences de concentration ionique, donc des différences de la concentration des ions, et cela va dépendre aussi de la perméabilité de la membrane cellulaire. OK? Donc, c'est membrane cellulaire qui va le faire que, Jean membrane cellulaire la perméable, c'est lui qui a fait que on boit ou a une concentration des ions, OK, qui va le différer. Donc, objectif d'apprentissage, l'orphine fait comme ça. OK, l'orphine ou échappe ça, ils sont capables de faire. Ils sont capables de faire. Pas capable, comme on le dit, d'écrire la relation entre le courant, le voltage et la résistance. Donc, ça, son bagage que nous t'avons déjà depuis la 9e année à l'époque. OK? Donc, son rappel que vous allez faire. Rappel entre la relation entre le courant, le voltage et la résistance. Deuxième bagage, c'est nommer les différents types de canaux ioniques membranaires. On avait vu que on parlait de la perméabilité membranaire, donc nommer les différents types de canaux ioniques membranaires. Ensuite,
Expliquer en quoi consiste le potentiel de repos de la membrane du point de vue électrochimique et selon son origine. On continuera avec, vous devez être capable d'expliquer les phénomènes de dépolarisation, repolarisation et hyperpolarisation. Dans ces mots-là, nous avons pôle. Donc, c'est comme pour la Terre, il y a un pôle nord et un pôle sud. Donc, il y a deux bagages, on va parler de pôle. Donc, dépolarisation, déjà, sur le nom de dépolarisation, où est que sacté nord palvin sud, sacté sud palvin nord, ce qu'on appelle la dépolarisation. Repolarisation, ok, c'est le chaque fois le retourner dans la place, et puis hyperpolarisation, nous allons s'allier. Ok? Ensuite, on va pouvoir comparer les deux, les potentiels gradués avec potentiel d'action qui différencient bien. Alors, comme toutes les cellules, les neurones ont un potentiel de repos membranaire. Cependant, ils se distinguent de la plupart des autres cellules par leur capacité à modifier rapidement leur potentiel membranaire. OK? Cette propriété est la base même du fonctionnement du système nerveux. Pour comprendre le fonctionnement des neurones, commençons par étudier quelques principes fondamentaux d'électricité et revenons sur la notion des potentiels de repos. Chaque type de cellule a sa spécialité. Les adipocytes ont comme spécialité de pouvoir rassembler de la graisse. OK? Mais si nous songez bien, quand vous avez fait la cellule, on avait vu qu'il y avait qu'est-ce qui caractérisait la vie dans une cellule? On se rappelle, c'était sa croissance, OK? Son développement, sa multiplication, le fait qu'elle soit excitable, OK? Donc, ça, c'était une des propriétés cellulaires. Donc, dans la cellule nerveuse et la cellule musculaire, l'excitabilité a été développée, sauf que pour la cellule nerveuse, l'excitabilité, la cellule nerveuse, en fait, il va retransmettre excitation par l'autre cellule, tandis que pour la cellule musculaire, l'excitation de la cellule musculaire va provoquer sa contraction. OK? Donc, chaque cellule a une spécificité. Donc, la cellule nerveuse, elle est hautement excitable. Donc, nous parlons les principes fondamentaux d'électricité. Au point de vue électrique, le corps humain est neutre dans son ensemble. Pour qu'il soit neutre, il possède un nombre égal de charges positives et de charges négatives. Cependant, on s'y agrandit. Cependant, un type de charge prédomine dans certains endroits et rend ceux-ci positivement ou négativement chargés. Puisque les charges opposées s'attirent, il faut un apport d'énergie, c'est-à-dire un travail pour les séparer. Inversement, quand les charges opposées s'unissent, l'énergie libérée peut servir à accomplir un travail. Et c'est ce qui arrive chaque fois que cela se produit. On qualifie cette énergie d'énergie potentielle. OK? Définition, voltage, résistance et courant. On va continuer de songer ça. OK? Donc, le voltage est la mesure de l'énergie potentielle produite par la séparation des charges électriques. Elle est exprimée en volts ou, pour nous-mêmes, les animaux, les êtres vivants, en millivolts. OK? 1 millivolt équivaut à 1 millième de volt. Le voltage se mesure entre deux points de charge contraire. Et comme il y a une différence, on va donc l'appeler ça, on l'appelle différence de potentiel ou simplement potentiel. OK? La différence qui est entre les deux points. Plus la différence de charge entre les deux points est grande et plus le voltage est élevé.
Maintenant, on a vu c'est quoi la différence de potentiel ou encore ce qu'on appelle le potentiel. Le déplacement ou flux des charges électriques d'un point à l'autre est appelé courant. Il peut servir à accomplir un travail, par exemple, pour alimenter une lampe de poche. La quantité des charges qui se déplacent entre deux points dépend donc de deux facteurs. Le voltage, c'est-à-dire la différence de potentiel qui est entre les deux points. S'il n'y a pas de différence de potentiel, le courant ne va pas passer. Et puis, la résistance, le matériau dans lequel va passer le courant, il y a des matériaux qui permettent courant passer facile, et il y a des matériaux qui pas d'accord, ou plutôt qui pas permettent courant passer facile, et ce point-là s'appelle la résistance. Un matériel qui ne se laisse pas traverser par le courant, on va appeler ça un isolant. Donc, la résistance est l'opposition au flux des charges exercé par des substances que le courant doit traverser. Les substances qui représentent une forte résistance sont appelées isolants, tandis que celles qui exercent une faible résistance sont appelées conducteurs. Bon, nous songez qu'on y a la fameuse loi d'Ohm, ok? Ça exprime la relation entre le voltage, le courant et la résistance. Ainsi, le courant, c'est l'intensité, ok? C'est égal à, le courant est égal au voltage diminué par la résistance. Donc, la loi d'Ohm nous dit trois choses. Le courant I est directement proportionnel au voltage. OK? Plus le voltage, c'est-à-dire la différence de potentiel, est élevé, plus le courant est intense. Puisque courant est sous même niveau avec voltage. Puisque le courant, il est inversement proportionnel à la résistance. C'est-à-dire que plus la résistance sera grande et plus le courant sera petit. Aucun courant ne circule entre les deux points ayant le même potentiel. OK? Et ça me dit, hein, le courant est inversement proportionnel à la résistance. Plus la résistance est grande, plus le courant est faible. Donc ça me dit, ouais, en physique. Et dans l'organisme, les courants électriques relèvent de la circulation d'ions positifs et négatifs. Donc, on considère ces ions-là comme étant des charges électriques à travers la membrane plastique plutôt que du mouvement d'électrons libres que nous avons, par exemple, dans un conducteur en physique. Il n'y a pas d'électrons libres qui vagabondent dans les organismes vivants. Souvenez-vous qu'il existe une légère différence entre le nombre d'ions positifs et le nombre d'ions négatifs de part et d'autre de la membrane plasmique. Cette séparation des charges produit un voltage mesurable ou encore une différence de potentiel entre le cytoplasme, donc c'est-à-dire à l'intérieur de la cellule, et le liquide interstitiel, c'est à l'extérieur. La résistance au flux du courant est fournie par la membrane plasmique elle-même. Donc, là, on a vu les notions de courant, les notions de différence de potentiel, d'intensité et de résistance. OK? Maintenant, on va voir comment est-ce que ces ions, OK, vont circuler et quel est le rôle de la membrane. Donc, rôle des canaux ioniques membranaires. Il ne faut pas oublier que les membranes plasmiques contiennent diverses protéines intégrées qui jouent le rôle de canaux ioniques. Ma cousine songe l'autre fait membrane plasmique là.
la perméabilité de la membrane plastique. OK? On se rappelle de la bicouche des phospholipides. Bicouche, ça n'est pas capté, passer à travers lui. Donc, ils sont obligés d'avoir des canaux. OK? Et ça, par exemple, vous avez des cailloux ioniques. Chaque type de canal est sélectif. Par exemple, un canal à potassium ne laisse généralement passer que les ions potassium. Les canaux membranaires sont des protéines volumineuses, souvent formées de nombreuses sous-unités. Certains canaux à fonction passive ou canaux protéiques ouverts sont donc toujours ouverts. D'autres canaux sont des canaux à fonction active ou canaux protéiques fermés ou à canaux fonctionnellement commandés. Une partie de la protéine comporte une vanne qui peut changer de forme pour ouvrir ou fermer le canal en réponse à divers signaux physiques ou chimiques. Il existe donc 3 types de canaux à fonction active. OK? Les canaux ligand dépendants qui s'ouvrent quand un ligand approprié, dans le cas présent un neurotransmetteur, se lie à la membrane. Ensuite, les canaux voltage dépendants s'ouvrent et se ferment en réponse à des modifications du potentiel de membrane ou du voltage. Et puis, troisièmement, les canaux mécano-dépendants s'ouvrent en réaction à une déformation du récepteur par des facteurs mécaniques. Les canaux des récepteurs sensoriels du toucher et de la pression sont dans ce type. OK? Quand les canaux ioniques à fonction ouverte, quand les canaux ioniques à fonction active sont ouverts, les ions diffusent à travers la membrane. La direction dans laquelle un ion se déplace, à l'intérieur ou à l'extérieur de la cellule, dépend du gradient électrochimique. Donc, le gradient, c'est la différence de certaines concentrations. Donc, on a plusieurs de gradients. On a le gradient de concentration. L'ion va donc se déplacer rapidement de façon facile suivant son gradient de concentration. Donc, il va passer d'une région où il a une forte concentration à une région de faible concentration. Donc, c'est ce qu'on appelle, il va donc circuler suivant le gradient de concentration. Il y a aussi le gradient électrique. L'ion se déplace vers une région de charge électrique opposée. Ces deux gradients ne coopèrent pas nécessairement pour déplacer un ion dans la même direction. Souvent, ils s'opposent. Autrement dit, pour avoir un ion sodium qui empile en bord, qui besoin de traverser pour l'autre bord, mais malheureusement, le gradient électrique s'y oppose. C'est-à-dire que pour que l'ion potassium, par exemple sodium, c'est Na+. Si il y a un pile sodium d'un côté de la membrane, on a tendance à traverser la membrane. Mais si de l'autre côté de la membrane, on a une charge positive, donc le gradient électrique va s'opposer au gradient de concentration. Ça veut dire que les deux gradients ne coopèrent pas nécessairement pour déplacer un ion dans la même direction. Souvent, ils s'opposent comme s'ils voulaient déplacer les ions dans les directions contraires. Donc, tu as un plus gros force, c'est-à-dire le gradient le plus élevé gagne et déplace le flux net d'ion dans sa direction. Donc, si gradient concentration est plus fort, c'est lui qui a déplacé l'ion, mais si gradient électrique est plus fort, c'est lui qui a déplacé. Les ions en circulation créent des courants électriques et des modifications du voltage à travers la membrane, conformément à l'équation de la loi d'Ohm, vue plus haut, mais qui se présente ici sur notre forme. Donc, je traverse OK, le voltage est égal à l'intensité, donc le courant, multiplié par la résistance. Pour nous comprendre bien que ça ne va le faire, on va voir
le schéma qui explique ça. OK? Donc, cette figure-là montre le fonctionnement des canaux à fonction active. OK? Le canal ligand dépendant, on se rappelle, un ligand dépendant, c'est un neurotransmetteur. Et le canal voltage dépendant perméable au NaCl. Le canal ligand dépendant, il est perméable au sodium et au potassium, tandis qu'en B, le canal voltage dépendant, il est perméable simplement au sodium. Donc, le A, vous regardez A qui serait, il y a deux parties. Là, canal là fermé, donc le sodium ne peut pas passer. Là, canal là l'ouvert, donc le sodium peut passer. OK? Dans le deuxième schéma, ce sont les canaux ioniques et voltage dépendants. OK? Il s'ouvre en réponse à des modifications du potentiel de membrane, tandis que l'autre, il s'ouvrait en réponse à la lésion d'un neurotransmetteur approprié. C'est-à-dire que pour ça, c'est neurotransmetteur là qui pral fait canal là l'ouvrir. Ça veut dire ligand. OK? Est-ce que nous voyons côté ligand là? Ligand là. Donc, ça, c'est pas petit récepteur là qui parle pour ligand là. Ligand n'a pas lié la protéine. Ça, c'est la protéine inter, membranaire. OK? Donc, si ligand n'a pas lié la donne, canal là fermé. Tandis que là, on voit que le neurotransmetteur se lie au canal et automatiquement, ça provoque l'ouverture de ce canal. Et dans ce canal-là, sodium n'empral rentrer et potassium n'empral sortir. Tandis que deuxièmement, il s'ouvre en réponse à des modifications du potentiel de membrane. Donc là, il ferme, OK? Et ouais, en dehors, c'est positif, tandis que à l'intérieur, c'est négatif. Donc, lorsqu'il y a des changements de potentiel de membrane, on verra plus tard, il y a appelé dépolarisation, puisque côté T plus tourner moins, côté T moins tourner plus. OK? Ça va agir sur les protéines et le canal s'ouvre et le potassium peut, non, ça c'est sodium, pardon. Et le sodium peut entrer. Ça va? Donc, on a bien compris, canal ionique ligand dépendant, dès que le ligand de ce cas-là, c'est un neurotransmetteur, se lie à la protéine membranaire, automatiquement, ça provoque son ouverture. Tandis que là, c'est lorsqu'il y a des modifications de potentiel, qu'on va appeler plus tard la dépolarisation, ça va provoquer l'ouverture du canal. On a la deuxième partie. OK? 11, 4, 2. Donc, c'est deuxième partie. OK? C'est la production du potentiel de repos de la membrane. La différence de potentiel entre deux points. On avait vu que pour qu'à mesurer. Donc, la différence de potentiel entre deux points se mesure à l'aide d'un voltmètre. Lorsqu'on insère une des microélectrodes, parce que c'est au niveau cellulaire, donc électrode en tout petit, lorsqu'on insère une des microélectrodes du voltmètre dans le cytoplasme de neurone et qu'on place l'autre sur sa face externe, on enregistre un voltage d'environ moins 70 millivolts
à travers la membrane. Le symbole moins indique que la face cytoplasmique interne de la membrane du neurone est chargée négativement, alors que la face externe du côté du liquide interstitiel est chargée positivement. Cette différence de potentiel dans un neurone au repos est donc appelée potentiel de repos. On dit alors que la membrane est polarisée. Un bord qui plus, un bord qui moins. La valeur du potentiel au repos donc, va varier de moins 40 à moins 90 millivolts suivant le type de neurone. Le potentiel de repos n'existe qu'à travers la membrane. Les liquides extracellulaires et intracellulaires sont électriquement neutres. OK? Ils ont les mêmes charges, mais les charges ne sont pas égales dans le liquide. OK? Deux facteurs engendrent le potentiel de repos. Des différences dans la composition ionique du cytoplasme et du liquide interstitiel, hein, et deux, la différence de perméabilité de la membrane plasmique à ces ions. Donc, je t'ai dit, pour te regarder, schéma figure 11.8. Donc, dans la figure 11.8, ici, vous avez le neurone et on a mis un électrode à l'intérieur de la cellule et un autre électrode à la surface de la cellule. OK? Qu'est-ce qu'on remarque? Qu'il y a une différence de moins 70 millivolts. Oui, ça aurait moins parce qu'il y a moins ici et plus là. Donc, vous avez deux pôles électriques différents, pôle positif en dehors de la cellule, pôle négatif en dedans de la cellule. C'est ça que fait dire que membrane est polarisée. OK? Et on a pris là un axone. Voici le neurone avec son axone. Donc, on a mis ça au niveau d'un axone et on a remarqué que la membrane était polarisée. Ça va? Je te dit que si ou gen polarisation ça, OK, ou te gen deux facteurs qui t'est expliqué polarisation ça. C'est-à-dire que en dedans en moins et en dehors en plus. Ces deux facteurs, je te dit, c'est la composition ionique du cytoplasme, que nous parlons là. OK? Et deuxième différence, deuxièmement, c'est la différence de la perméabilité de la membrane plastique. Donc, on y a, on va l'expliquer pour qui ça gagne moins en dedans, alors, pas en dedans, c'est-à-dire sous bord en dedans membrane là, et pour qui ça gagne plus sous bord en dehors membrane là. Donc, nous avons deux différences, la différence de la composition ionique et la différence de la perméabilité de la membrane plastique. OK? Donc, différence de la composition de la composition ionique. Comparons d'abord la différence de la composition ionique du cytoplasme et du liquide interstitiel. Le cytosol contient une plus faible concentration de sodium et une plus forte concentration de potassium que le liquide interstitiel. OK? Ainsi, sur cette figure n'apparaissent que les ions chargés négativement, c'est anionique qui aide à équilibrer les charges positives du cytosol, notamment celles du potassium. Dans le liquide interstitiel, on a autre chose. Les charges positives des ions Na+, et d'autres cations sont libérées principalement par les ions chlorure. OK? Même si les deux liquides renferment de nombreux autres solutés, tels que le glucose, l'urée et l'oignon, c'est le potassium qui est le plus important en ce qui concerne la production du potentiel de membrane. Donc, potassium est plus important en dehors de la membrane. C'est pour cela qu'en dehors de la membrane, il est positif. Et pour qui ça, potassium est arrêté dehors? On va le voir dans la différence dans la perméabilité de la membrane plasmique.
Étudions maintenant la perméabilité relative à la membrane plasmique à différents ions. OK? À l'état de repos, la membrane est imperméable aux grosses protéines cytoplasmiques anioniques et très légèrement perméable aux ions potassium, environ 25 fois plus perméable aux ions sodium, pardon, environ 25 fois plus perméable aux ions potassium qu'aux ions sodium et très perméable aux ions chlorure. Autrement dit, membrane liquidité Cl- sans passer plus. Et ces perméabilités de repos sont reliées aux propriétés des canaux ioniques à fonction passive présente dans la membrane. Vous songez, fonction passive, donc il a toujours été l'ouvrir. Donc, ce sont des canaux ioniques à fonction passive qui est passé plus Cl-, qui pas qui est passé en pile, ni Na+, ni K+, ce qui fait que sous par bord membrane en dedans, la négative. Les ions K+ diffusent hors de la cellule suivant leur gradient de concentration avec beaucoup plus de facilité que les ions Na+. Donc, pour imaginer, ouais, les canaux ioniques de fonction passive qui étaient entrés plus Cl- que Na+ et K+, et qu'on y a maintenant, OK, les ions K+, y a sorti, OK, suivant le gradient de concentration, puisque comme il y a plus de potassium en dans cellule qu'en dehors de cellule là, les ions potassium, ils vont le sortir. Donc, bah, si nous commençons à comprendre bagarre là. Premièrement, on a un paquet moins qui rentre, et puis, deuxièmement, on a un paquet plus qui sorti. Donc, les ions K+, diffusent hors de la cellule suivant leur gradient de concentration avec beaucoup plus de facilité que les ions Na+. En s'écoulant, les ions K+, rendent l'intérieur de la cellule plus négatif encore. Il est déjà bien négatif à cause de Cl-, qu'on y a, comme un paquet plus qui sortit, la bien plus négatif. Les ions Na+, qui entrent dans la cellule rendent cette dernière juste un peu plus positive qu'elle le serait si seulement les ions K+ s'en écoulaient. Donc, il y a plus K+ qui sortit que Na+ qui entrait. Ainsi, au potentiel de repos de la membrane, la charge négative à l'intérieur de la cellule s'explique par le fait qu'il s'échappe de la cellule un plus grand nombre d'ions K+, qu'il entre d'ions Na+. OK? Comme il y a toujours une certaine quantité de K+, qui s'écoule de la cellule et une certaine quantité de Na+ qui entre, on pourrait penser que la concentration des ions Na+ et K+ de part et d'autre de la membrane va s'égaliser, ce qui entraînerait la disparition de leurs gradients de concentration respectifs, mais ce n'est pas le cas. En effet, OK, tu vas avoir un organisme qui va utiliser de l'énergie qu'on appelle la pompe à sodium et à potassium. Donc, c'est le Na+, K+, ATPase, actionné par l'ATP. Donc, c'est quelque chose d'énergique, c'est pas passif. Éjecte 3 ions Na+, du cytoplasme pour récupérer 2 ions plus. OK? Elle se trouve donc à stabiliser le potentiel de repos en maintenant les gradients de concentration du sodium et du potassium. OK? Donc, voilà pourquoi, au niveau de la membrane, nous parlons même charge électrique. OK? Parce que sodium le senti plus rapidement que potassium le senti plus rapidement que sodium le rentré. Donc, on gagne plus moins qui sorti que plus que moins. On gagne plus moins qui sorti que plus qui entre dans la membrane. OK? Ou gagne chlorure qui a passé par les trucs passifs qui viennent mettre moins en dedans. Et en plus de ça, vous avez la fameuse pompe à sodium qui empêchait que concentration potassium et sodium viennent équilibrer. Ça va? Maintenant qu'on a vu le potentiel de repos,
qu'on a vu la polarisation de la membrane et qu'on a compris pourquoi est-ce que la membrane est polarisée et que cette polarisation de la membrane va entraîner une différence de potentiel de moins 70 millivolts, on va voir les changements du potentiel de repos de la membrane. Dans les neurones, les modifications du potentiel de membrane servent de signaux pour la réception des informations, leur intégration et l'acheminement des réponses appropriées. Un potentiel de membrane peut être modifié. 1. Par n'importe quel changement des concentrations ioniques de part et d'autre de la membrane plasmique. Vous songez? Ça, c'est qui canal qui fait ça? C'est quel canal? Vous songez où tu as deux canaux? Ça qui, faut le ligand qui vient attacher sur lui. OK? Et ça qui l'ouvre lorsqu'il y a une différence de potentiel qui arrive. Donc, un potentiel, à ce moment-là, le potentiel de la membrane peut être modifié. C'est-à-dire que côté gain plus, ça moins, côté gain moins, ça plus. Genre, par n'importe quel changement de concentration ionique de part et d'autre de la membrane plastique. Parce qu'à ce moment-là, les pores vont s'ouvrir et les ions vont entrer et sortir. Et 2, par tous les facteurs susceptibles d'altérer la perméabilité de la membrane à l'égard de n'importe quel ion. Cependant, seuls les changements de perméabilité, les changements dans le nombre de canaux ouverts sont importants pour la transmission des informations. Donc, déjà, où est que l'on parle de changements potentiellement brennants, ce sont les canaux qui peuvent ouvrir fin main. OK? Une modification du potentiel de membrane peut produire deux types de signaux. Donc, comment c'est arrivé? Des potentiels gradués, qui sont habituellement des signaux d'entrée et qui interviennent sur de courtes distances, et des potentiels d'action qui interviennent sur de longues distances dans les axones et qui ont toujours la même force. Donc là, on est en train de regarder les changements du potentiel de la membrane. Et on a vu que du moment que les ions qui sont de part et d'autre de la membrane, sac 2 ou sac 1, OK, à cause des canaux, ils viennent changer en quantité, en concentration, OK, charge électrique membrane n'a changer. OK, et ça va se faire grâce au nombre de canaux ouverts. Ainsi, changement, modification du potentiel de membrane va produire deux types de signaux. Des potentiels gradués, qui sont habituellement des signaux d'entrée qui interviennent sur de courtes distances, et des potentiels d'action qui interviennent sur de longues distances dans les axones et qui ont toujours la même force. Donc, pas un gros potentiel d'action, ni petit potentiel d'action. Et les termes dépolarisation et hyperpolarisation décrivent les modifications du potentiel de repos du potentiel de membrane par rapport au potentiel de repos. Donc, lorsque la modification de la membrane intervient, on va parler de dépolarisation ou d'hyperpolarisation, c'est-à-dire que dans la dépolarisation et en hyperpolarisation, membrane n'a pas le même potentiel que le gagné au repos. Et qu'on a, on va l'expliquer qui ça dépolarisation est et qui ça hyperpolarisation est. Donc la dépolarisation est une diminution du potentiel de la membrane. OK? La face interne de la membrane devient moins négative, plus proche de zéro, que le potentiel de repos. Par exemple, le passage d'un potentiel de repos de moins 70 millivolts à un potentiel de moins 65 millivolts est une dépolarisation. La dépolarisation comprend également les phénomènes pendant lesquels le potentiel de membrane s'inverse et passe au-dessus de zéro pour devenir positif. Donc, du moment que membrane vient moins négative, automatiquement,
il a parlé de dépolarisation. Mais dépolarisation, ça, il est arrivé jusqu'à un moment où la membrane, non seulement il n'est pas négatif encore, il devient positif. Tandis que l'hyperpolarisation est une augmentation du potentiel de la membrane. La face interne de la membrane devient plus négative que durant le potentiel de repos. Par exemple, un changement de moins 70 à moins 75 millivolts est une hyperpolarisation. Comme nous allons le voir, la dépolarisation accroît la probabilité de production d'un potentiel d'action, tandis que l'hyperpolarisation la diminue. OK? Et vous avez un schéma qui montre ça. Donc, la dépolarisation et l'hyperpolarisation de la membrane plastique. Le potentiel de repos est d'environ moins 70 millivolts au niveau de la face interne, donc à l'intérieur du neurone. Dans la dépolarisation, OK, vous voyez que ça passe de moins 70 et l'arrivée à moins 75. OK, c'est la dépolarisation. Le potentiel de membrane s'approche de 0 millivolts et la face interne de la membrane devient moins négative, autrement dit plus positive. Puisque dans l'hyperpolarisation, c'est le contraire. Le potentiel de membrane augmente et la face interne de la membrane devient plus négative. Vous voyez? OK. Donc, on va s'arrêter là. Le prochain cours verra les potentiels gratuits. OK? Donc, on va s'arrêter là. Et à la prochaine vidéo, on verra les potentiels gradués sur de brefs signaux locaux à l'intérieur d'un neurone. Au revoir et à la prochaine vidéo.